on va redémarrer, on a d'y prendre en route. Donc l'idée de cette séquence du séminaire, c'est de présenter ce qu'on appelle le modèle du pitch, c'est-à-dire finalement une démarche structurée qui va permettre, qui va vous aider à améliorer le design de la thèse, à la fois sa conception, son organisation et sa formulation. Alors, qu'est-ce qu'un pitch ? Alors, un pitch, c'est un terme qui est souvent utilisé, notamment en marketing, en communication, au sens de un résumé. Là, la manière dont on l'entend, c'est pas simplement un résumé, mais c'est finalement un protocole qui est structuré, qui est progressif, qui a vocation non pas à être figé dans le marbre au début de votre travail, mais au contraire à évoluer et à vous accompagner tout au long de votre thèse, qui consiste en une synthèse de 2-3 pages de votre projet de thèse ou de votre thèse, qui va permettre de vous confronter, on va dire sans concession, c'est-à-dire que d'aller finalement à l'essentiel sur votre question de recherche, sur votre design, sur votre stratégie de recherche, sur les objectifs de votre recherche. Quand je dis sans concession, parce que, mais vous avez sans doute vu au moment de l'élaboration du projet de thèse, la tendance, c'est d'écrire, c'est un peu de se raconter, et pas forcément d'aller à l'essentiel. Et le fait de vous forcer à rédiger dans un cadre contraint, 2-3 pages vraiment maximum, avec une série de questions à répondre de façon un peu synthétique, ça évite de finalement éviter les obstacles en délayant ou en racontant autre chose. Souvent la tentation pour des doctorants, pour des chercheurs, etc., c'est face à une difficulté, on va parler d'autre chose, on va légèrement décaler le regard ou le texte pour justement contourner des points qui posent difficulté, des éléments un peu faibles dans l'argumentation. Là, l'idée, c'est vraiment de se mettre dans un cadre très contraint pour affronter directement ces questions qui peuvent, le cas échéant, poser problème. On verra tout à l'heure. C'est aussi un outil de dialogue important avec votre superviseur, votre directeur de thèse, vos interlocuteurs, puisque ça va vous forcer finalement à élaborer votre projet dans un cadre prédéfini. Et puis ça va être un support aussi pour vous aider à développer votre argumentation et mieux convaincre les différentes cibles auxquelles vous voulez vous adresser. Je vais y revenir tout à l'heure. Et enfin, je l'ai dit au départ, c'est un instrument évolutif de mesure de votre progression. Et c'est vraiment, j'insisterai là-dessus, un fil rouge par rapport à votre travail. Moi, je vois sur les doctorants ou les gens de BSI que je suis, j'y reviens en permanence. J'y reviens en permanence parce que quand ils m'envoient des bouts de thèse, des chapitres, etc., les questions, mais attendez, au départ, c'est ça que vous vouliez faire. Dans quelle mesure ce que vous me donnez s'inscrit dans ce que vous vouliez faire au départ ou pas ? Peut-être que ça a bougé. La recherche, c'est pas quelque chose de figé. C'est comme, je sais pas, si vous faites de la moto ou de la voile. Si de la moto, s'il y a un trou au milieu de la route, on va pas rouler tout droit pour aller dans le trou. On va aller à côté, etc. Sur la voile, on a un cap, mais en fonction du vent, des éléments, on va faire éventuellement, on va tirer des bords à gauche, à droite, etc. En gardant le cap. Mais l'important, c'est que c'est là où je veux arriver et c'est là ma direction et mon cap. Donc la question, c'est je peux éventuellement être amené à faire évoluer des éléments de méthode, des éléments du sujet, parce que le matériau que je collecte, les entretiens, m'amènent des points différents, des points nouveaux, m'amènent à redéfinir éventuellement la vision que j'avais du sujet, les éléments d'interprétation, parce que la méthode que je pensais s'avère pas applicable, parce que j'ai pas les données que je voulais collecter, etc. Donc, une recherche, c'est en permanence s'adapter aux contraintes, aux difficultés, aux éléments. Par contre, il faut savoir dans quelle direction on les réinterprète et comment tout ça, ces petites transformations vont ensuite pouvoir
s'inscrire et me permettre de garder mon cap. Alors, ce que j'appelle le pitch, c'est finalement une série, c'est tout simple, hein, tout à l'heure, c'est une série de questions hein, qu'on a affinées progressivement, Michel l'a évoqué tout à l'heure. C'est d'abord se dire en un paragraphe, quelle question je me pose. En un paragraphe, c'est pas simple. Hein? Vous voyez bien, d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous faisiez les titres, hein, il y a souvent des titres un peu... On essaye de tout mettre dans le titre, mais quand on met tout dans le titre, ça veut dire aussi qu'on met plusieurs dimensions et qu'on met plusieurs idées. Donc là, quelle question je me pose de façon très synthétique, c'est le premier point important. Deuxième élément, c'est quel objet j'étudie. Je discutais avec Thierry, par exemple, il disait, je m'intéresse aux transmissions. Ok, mais est-ce que c'est dans les PME, est-ce que c'est dans les startups, par exemple? Est-ce que c'est dans les PME installées? Donc la question de recherche, elle peut être la question de la transmission ou la cession d'entreprise. L'objet, selon que c'est des entreprises existantes, selon que c'est des startups, selon que c'est des... etc., ça va amener à poser des questions différentes. Si je m'intéresse, par exemple, à la transmission des startups, je crée une entreprise et puis je la revends dans un contexte de forte croissance en général, de technologie évolutive. Bien entendu, la transmission de la start-up n'a rien à voir avec la transmission d'une entreprise qui est installée, où c'est plutôt un chef d'entreprise qui veut prendre sa retraite, ou qui veut passer à une autre activité, qui veut céder son entreprise. Donc avec à la fois l'évaluation de l'entreprise ne sera pas la même, les raisons de la transmission, les acteurs de cette transmission ne seront pas les mêmes. Donc on voit bien qu'à partir de la question, on va avoir une thèse qui sera très différente selon l'objet, en l'occurrence, sur lesquels vous allez vous situer. Troisième point important, on détaillera tout ça ensuite, hein, c'est à qui je parle. On l'a vu tout à l'heure, à qui je m'adresse. On parle toujours à quelqu'un. Hein, là, je parle à vous, mais même si les slides sont assez proches, le fait de m'adresser à un public de DBA, c'est pas exactement la même chose que si je m'adressais à un public de chercheurs. Et même si j'écris la même chose sur la manière de travailler un pitch, il faudra que je dise, si je fais un travail pour cibler sur DBA, ce qu'on avait fait dans l'ouvrage de... Alors c'est pas celui-là, c'est l'autre, hein, de Michel Cali, enfin coordonné par Michel Calica l'an dernier, et celui qu'on vous a donné en annexe. Donc cet accompagnement-là, il ne sera pas le même que si je m'adresse à un public très général en disant le pitch, c'est une méthode qui peut s'appliquer aussi bien pour faire des films que pour faire des articles de recherche, que pour faire une thèse, que pour faire des livres ou des articles généraux, puisque c'est plus une méta-méthodologie. Donc si j'écris pour un public très général, je ne vais pas dire exactement la même chose. Donc on est toujours dans une situation où on s'adresse à quelqu'un et où il va falloir penser à adapter son discours, les connaissances qu'on veut transmettre au public. C'est du marketing basique. C'est du marketing basique, mais c'est du marketing qu'on oublie. Et le on, y compris d'ailleurs parfois moi-même dans le paquet, hein, qu'on oublie souvent. Quatrième point, on va développer tout ça. Pourquoi la question est importante? Finalement, vous avez tous des sujets de recherche, mais pourquoi est-ce que votre sujet de recherche est important et vaut le coup de passer 3 ans, de suer, alors sang et eau peut-être pas, mais en tout cas de transpirer un peu sur votre sujet, d'y consacrer des heures de réflexion, de l'énergie, des moyens, du temps, votre vie de famille, etc. En quoi c'est important en termes de connaissances, en termes de projet personnel, en termes d'en quoi ce qui est peut-être important pour vous va mériter qu'un lecteur va passer du temps à lire les 300 pages que vous aurez écrites? C'est pas évident. Hein, bien entendu, ça dépend de à qui je parle, mais cette question de l'importance du sujet et pourquoi ce que je vais faire va mériter d'être développé, c'est essentiel que vous soyez au clair là-dessus.
Hein. Et ce qui peut vous sembler important ne sera pas forcément pour d'autres. Et la nature de l'importance du sujet, elle peut être très très différente. Et la manière dont vous allez traiter votre thèse ne sera pas la même selon le type d'importance que vous citez. Ensuite, dans quelle problématique et champ de littérature je me situe? Là aussi, hein, c'est presque du b.a.-ba, mais finalement, est-ce que je vais l'aborder avec un angle plutôt économique? Est-ce que je vais l'aborder, je ne sais pas, les questions de production de la culture? Est-ce que ça va être les questions de la rentabilité, de la performance, etc., des productions culturelles? Est-ce que ça va être plutôt dans le champ des politiques publiques et de l'action publique? Comment développer? Quelles sont des actions efficaces en matière de subvention, de soutien? Comment arriver à concilier dans les politiques culturelles des politiques qui adressent à la fois des activités non marchandes et des activités marchandes? Est-ce que c'est de la sociologie, plutôt un cadre sociologique sur comment éventuellement le développement d'industries culturelles et créatives permettent de développer des usages, des nouvelles pratiques, et donc de renforcer éventuellement l'ensemble des activités sociales, etc. Donc on voit bien que, est-ce que vous allez prendre, je ne sais pas, les gens qui sont spécialisés dans l'économie de la culture, le management de la culture, ou plutôt des travaux qui sont des travaux issus de l'économie et du management de la santé, par exemple, en transférant, en disant, bah, tiens, il y a peut-être des choses à apprendre de la santé à la culture. Donc, selon les cas, selon le cadre disciplinaire, bien entendu, le travail ne sera pas exactement le même. Alors, ça peut évoluer, mais c'est important au départ de savoir aussi dans quel cadre, quel champ de littérature je vais aller explorer pour éviter de se disperser. Là encore, hein, c'est un défaut qu'on retrouve, on y reviendra, mais très très souvent, c'est-à-dire, faute de choisir et d'être au clair sur le champ disciplinaire, la tentation, ça va être quoi? Ça va être de prendre tout ce qui passe. Et donc d'aller multiplier les références. Des doctorants qui sont comme ça, hein, qui me donnent des dizaines ou des centaines de références. Alors c'est du temps perdu à les lire, parce qu'on va lire plein de choses, ils ne pourront pas tout réutiliser. Ça se disperse. Quand vous avez des centaines de références, souvent elles sont contradictoires, elles peuvent dire des choses contradictoires, etc. Donc le fait, dès le départ, en tout cas de réfléchir au champ dans lequel vous vous positionnez, c'est ce qui va permettre aussi de construire votre revue de littérature en cohérence. Alors ça n'empêche pas ensuite d'aller explorer des pistes, des chemins de traverse, etc. Mais en tout cas de rationaliser votre travail et d'éviter de vous disperser. Et de lire des choses qui sont vraiment utiles par rapport à ce que vous voulez développer. Quelle méthode et quels matériaux? On a commencé à en parler, hein, comment vous allez aborder les questions que vous voulez traiter, quelles sont les données que vous allez récupérer, et on le verra tout à l'heure, mais quels matériaux, c'est pas un choix dans l'absolu, c'est par rapport à la question que vous vous intéressez. C'est-à-dire que la question, le problème, c'est dans quelle mesure le matériau, la méthode que je vais choisir me permettent d'apporter des réponses à ces questions-là. Et là aussi, on est souvent dans des... C'est pas des choix a priori, je peux dire a priori, tiens, je vais faire plutôt des entretiens, mais en quoi, par rapport à ma question, les entretiens sont pertinents? Hein, c'est pas simplement le choix du panel des personnes que je vais interroger, c'est pas simplement la forme de mon questionnaire, directif, pas directif, semi-directif, etc., qui est important. C'est en quoi des entretiens me permettent de nourrir les problèmes que je me pose. Dans certains cas, c'est pas de l'entretien qu'il faut faire. Dans certains cas, c'est plutôt de l'histoire qu'il faut faire. L'histoire, enfin, ce qu'on appelle business history, l'histoire, ça peut être des études de cas approfondies, etc. Donc, voilà. Donc, là encore, c'est une mise en relation. Et vous voyez bien que simplement en listant les questions et en se posant et en s'interrogeant sur la manière dont ils s'articulent, ça amène à repenser l'ensemble du projet de recherche. Hein? Et puis, dernier point, enfin, que j'ai évoqué très, très rapidement tout à l'heure, c'est quel résultat j'apporte. En gros, quel est mon output et qu'est-ce que je vais fournir à mes lecteurs qu'ils vont retirer de mon travail. Alors, je vous ai imprimé tout ça.
Donc, après le repas, ça sera votre travail de se dire, ben voilà, moi sur ma thèse, j'ai cette question, et puis c'est cette question, j'y réponds. Et j'y réponds de façon un peu synthétique. Alors, premier sujet, je vais redire des choses, d'ailleurs, qu'a dit en partie Michel ou d'autres collègues, mais avec mes termes et dans notre perspective, c'est de quoi je vais parler. L'idée, c'est de donner d'emblée au lecteur le sujet du travail, la question en jeu, le problème qui va être discuté, la nature des résultats. Et là aussi, c'est important d'être soi-même au clair sur cette question et sur cet objet de la thèse. On peut avoir parfois simplement une idée du sujet de façon très générale, sans véritablement savoir quelle est la question que je veux traiter. Donc, ça veut dire se forcer à formaliser cette question, même si ça peut bouger, même si c'est forcément éventuellement un état temporaire, ça va s'affiner, ça va éventuellement se raffiner, mais en tout cas, dès le départ, de savoir où on va, ou en tout cas dans quelle direction on va aller. Deuxième importance de cette formalisation, c'est de pouvoir hiérarchiser les sujets, entre notamment le thème général de la thèse et le domaine particulier qui fera l'objet de l'étude. Est-ce que, je ne sais pas, sur la question des territoires, par exemple, que vous évoquiez, est-ce que la question générale, c'est finalement la flexibilité des territoires, ou la question générale, c'est la soutenabilité et la dépendance d'un territoire particulier à un grand donneur d'ordre et la manière dont, éventuellement, on peut construire des éléments alternatifs en nourrissant l'écosystème, etc. Donc on voit bien qu'on a deux dimensions, mais selon celle que vous mettez au-dessus et au-dessous, c'est pas de la même façon dont vous allez construire votre travail, c'est pas la même littérature, c'est pas les mêmes champs, etc. Et ce que je vous dis là, ça peut être bien entendu, et ça s'applique bien entendu pour... Donc là, ça veut dire aussi hiérarchiser les sujets, et notamment préciser qu'est-ce que je vais apporter par rapport à ça et quelle est la nouveauté de cette question, en quoi c'est intéressant et ça suppose, ou ça vaut le coup d'y travailler. Et puis, une fois le sujet présenté, j'appellerais, c'est l'importance de poser l'intrigue. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, la pertinence d'un sujet de recherche, c'est que ça vient de questions que se posent des praticiens, des organisations. C'est bien qu'au départ, il y a une interrogation, il y a une tension qui va faire naître cette recherche. Il y a un besoin de connaissances, il y a un besoin de réponses, de solutions, et la thèse va d'une certaine façon, ou toute démarche de recherche va d'une certaine façon permettre d'apporter ces réponses, ces éléments de connaissance. Donc ça renvoie à la fois à l'importance du sujet, et c'est aussi ce qui va permettre de donner envie à des lecteurs, des interlocuteurs, de se pencher et de se plonger dans le sujet. Une thèse, je ne sais pas, vous en avez vu, c'est un document de plusieurs centaines de pages, c'est pas forcément ce qu'on amène pour lire sur la plage pendant les vacances. Donc, se plonger dedans, ça suppose d'y avoir un intérêt. Mais c'est comme un roman policier, il faut qu'il y ait un bon crime au départ pour qu'on ait envie de lire pour savoir quel est l'assassin. Là aussi, il faut qu'il y ait une bonne question et une vraie intrigue, une vraie interrogation pour que, bah oui, c'est vrai, etc. J'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie d'avoir les éléments de réponse. Donc, poser sa question de recherche, c'est pas simplement la poser en termes théoriques et conceptuels, c'est aussi la poser en termes qui donnent envie d'en savoir plus. Qui donnent finalement envie d'aller au-delà et d'avoir les réponses et d'avoir le nom de l'assassin ou comment il a accompli son forfait. Autre élément qu'apporte cette première réponse sur la question de recherche et sur le sujet, sur le premier point du pitch, c'est que ça permet d'expliciter d'une certaine façon les éléments, les notions, les concepts, et ce qui ensuite va vous permettre de s'y tenir. Une des grandes faiblesses
des travaux de recherche de tout type, c'est que souvent, on va utiliser des concepts et puis progressivement, on va les utiliser de façon différente, on va les faire évoluer, on va changer les notions, l'appréhension des notions pour s'adapter éventuellement à un matériau qui a évolué. Or, quand on a... moi, je suis un très mauvais bricoleur, mais ce que j'ai appris quand je fais du bricolage, c'est que si je veux réparer... je ne sais pas, un meuble, une pièce, etc. Si je prends et que j'ai besoin de dévisser des boulons, si j'ai une clé anglaise, une clé universelle, je ne vais pas pouvoir serrer très fort. Parce que c'est universel, ça sert à tout, mais ce n'est pas très précis. Par contre, si j'ai exactement la clé de 12 qui va me permettre de démonter le robinet de ce chauffage central, elle va être exactement à la bonne taille et je vais pouvoir agir en force et le dévisser. Alors qu'avec une clé universelle, ça va riper en permanence. Donc, la recherche, c'est pareil. J'ai besoin d'avoir des concepts et des notions précis pour être capable d'appréhender, d'aller travailler très très directement des résultats et du matériel. Si j'ai des concepts trop vagues, qui sont un peu attrape-tout, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose de spécifique. Hein? On reverra au fil de vos exemples, hein, mais on voit bien que si on a une notion un peu trop large, tout va rentrer dedans. Je vais pouvoir tout expliquer à partir de là, mais finalement, ça ne sert à rien. Alors, les questions de recherche, Michel vous a déjà donné des différents types. On voit bien, sur les questions de recherche que vous pouvez avoir, et c'est pas les différents types de questions de recherche, c'est plus différents types de thèses que vous pouvez développer. Vous allez pouvoir avoir des questions qui s'inscrivent déjà dans un programme institué et reconnu. Programme de recherche, un cadre disciplinaire, un cadre de problématique. Dans ce cas-là, votre thèse, elle va essentiellement consister à affiner et à préciser un cadre interprétatif reconnu en l'appliquant à un cas, à une question, à un champ d'application inédit. Hein. Je m'intéresse à la gestion de l'innovation, par exemple, ou à l'économie numérique. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été écrites là-dessus. Tiens, il n'y a rien qui a été fait sur l'économie numérique de l'enseignement international. Et donc, je vais reprendre des critères, des notions, des travaux qui ont été faits ailleurs en disant en quoi ce qui a été fait national s'applique à l'international, en quoi l'international précise, etc. Donc, je ne vais pas avoir, dans ces cas-là, ma valeur ajoutée ne va pas être une valeur ajoutée analytique de conception, ça va être simplement un apport marginal. Je m'inscris dans un paradigme, dans des théories, dans des approches qui sont déjà robustes, bien définies, etc. Simplement, j'ai amené ma petite pierre dans ce champ-là. Je vais simplement dire, voilà, c'est des choses, je n'ai pas l'ambition d'être un grand théoricien, par contre, j'applique une théorie, et je vais simplement dire, voilà comment ça s'applique dans ce cas-là. Et voilà comment ça s'applique, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas de la recherche, c'est éventuellement de l'application. Si c'est pour dire, tiens, la théorie de Tartampion, elle marche très bien. D'ailleurs, regardez, quand je l'applique à mon cas, je retrouve les résultats. Il n'y a aucune connaissance appliquée. Enfin, c'est une étude, mais ce n'est pas une thèse. En quoi votre sujet va permettre de remonter sur la théorie de départ, éventuellement d'amener des notions nouvelles, de raffiner les notions, etc. Là, par contre, il y a un vrai travail d'élaboration. Mais ça reste un apport marginaliste. Une deuxième type de sujet de recherche, cette question de recherche, c'est une question traitée dans un ensemble. Dans son ensemble, c'est une question beaucoup plus large, où finalement, l'objet, c'est plutôt d'avoir une approche globale d'une question, dont l'ampleur n'est pas extraordinaire, extensive, ce qui vous permet d'avoir une approche, de faire le tour du sujet, pour dire la chose simplement. Mais en même temps, votre apport ne sera pas simplement de dire, voilà, cette théorie s'applique simplement là, mais votre apport, ça sera de dire, je rends compte de l'ensemble d'une question complexe et large, et je vous donne les clés de compréhension et d'interprétation d'un sujet un peu compliqué et qui est mal connu.
Dans ce cas-là, la valeur ajoutée, ça va être d'apporter des conclusions et des résultats complets sur le sujet particulier qui a été posé sur des contours définis. Et puis le troisième type de thèse que vous pouvez avoir, c'est des questions qui sont ouvertes. À savoir, c'est des problèmes émergents qui sont complexes, qui sont sans solution clairement à portée de main, où là, la valeur ajoutée est plus une valeur ajoutée d'éclairage et de qualité de la discussion. Je ne sais pas, je parlais du numérique tout à l'heure, les transformations numériques des entreprises d'imprimerie, par exemple, c'est un sujet d'un de nos collègues. L'objet n'est pas forcément d'amener des solutions très très directes de mise en œuvre, mais en disant, voilà, il y a une numérisation qui se met en place dans un secteur industriel, qui amène à repenser les investissements technologiques, qui amène à repenser la chaîne de valeur, qui amène à repenser le rôle des entreprises d'impression par rapport aux éditeurs, par rapport à d'autres supports de diffusion en ligne. Donc l'idée n'est pas d'amener des solutions, l'idée n'est pas d'avoir une théorie qu'on va appliquer là-dessus, mais l'idée est plus de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là, et comment ma compréhension du secteur va vous permettre de mieux percevoir ce qui se joue autour de la numérisation, ce qui se joue autour de ce qu'on appelle parfois l'ubérisation, la remise en question de modèles classiques par des solutions un peu disruptives, ce qui se joue autour des nouvelles formes d'investissement technologique. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément des solutions pratico-pratiques, mais ça peut être simplement une qualité d'éclairage et d'analyse. Et puis, vous avez aussi ce qu'on retrouve souvent, ce qu'on peut parfois appeler une recherche militante. Ce que j'appelle une recherche militante, c'est une approche qui est au service d'une opinion, d'une vision préalable du sujet et des solutions. Je ne sais pas encore si à ce stade c'est le cas de certains d'entre vous, mais on a souvent des doctorants qui ont presque déjà le résultat dans la main. Et en fait, ils se servent de leur thèse plus pour démontrer une thèse, au sens une thèse presque politique ou idéologique ou d'action, que élaborer une analyse. Donc là, il y a un côté militant au sens où la thèse va viser à asseoir et à conforter un certain nombre d'orientations, d'intuition, ou en tout cas de démarche. Et donc, dans ce cas-là, la valeur ajoutée n'est pas une valeur ajoutée de connaissance, puisque d'une certaine façon, l'auteur a presque déjà ses résultats en main. C'est plus une valeur de sensibilisation, de pédagogie sur des questions dont on peut estimer qu'elle est insuffisamment connue ou insuffisamment perçue. Je vous le dis tout de suite, je ne pense pas que ce soit les meilleures thèses, celles-ci, puisque là, on est plus dans des démarches de pédagogie que dans des démarches de recherche de connaissances. Mais je vous le mentionne parce que c'est aussi très souvent présent, et c'est aussi très souvent présent, en tout cas cette tentation-là est très souvent présente dans le cadre des DBA, c'est-à-dire sur des modèles professionnels où du fait de votre expérience professionnelle, du fait de votre connaissance préalable du sujet, vous pouvez déjà avoir envie ou savoir ou avoir des idées de quel va être, où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez démontrer. Je ne sais pas, sur votre exemple, on sent que finalement vous savez déjà un peu ce que vous voulez démontrer. Alors après, ça va être comment ça s'exprime, etc. Mais il y a un côté un peu militant dans cette démarche-là. Le risque dans ces cas-là, c'est effectivement d'être piégé par ces idées ou ces visions préalables. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, bien entendu, on aura l'occasion d'approfondir tout ça, notamment sur vos cas. Quel est l'objet auquel je m'intéresse et que j'envisage ? Toute analyse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une interaction entre une problématique, une théorie, des concepts, et puis la confrontation à de l'empirique, à des observables.
pense que vous avez déjà un coup sur une séance sur le pragmatisme, donc je ne vais pas y revenir. Donc à cette étape, et Michel l'a redit aussi tout à l'heure, c'est important de bien spécifier à la fois l'objet de la recherche, sur ma question générale, sur quoi je vais l'appliquer, et cet objet, ça veut dire aussi quels observables. Hein, les cas, les rapports, les faits, les comparaisons, les témoignages, sur quoi je vais appuyer mon analyse. Alors, là encore, hein, la séparation entre la question générale et l'objet, telle qu'on la présente comme ça, c'est finalement assez simple. En pratique, c'est beaucoup plus difficile à séparer et à distinguer, mais c'est important. C'est important parce que sinon, ça va être source de confusion et sinon, aussi bien la littérature, les concepts, l'analyse que de l'objet peuvent être très différentes de ce qu'appellerait la compréhension de la question. Autre point sur lequel André d'insister, c'est à qui je m'adresse. Alors, à qui je m'adresse, hein, sinon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, chaque auteur s'adresse spontanément à un lecteur virtuel. C'est votre collègue, ça peut être votre collègue, hein, d'entreprise ou d'expérience, ça peut être votre directeur de thèse, ça peut être les experts du domaine, ça peut être les praticiens, ça peut être l'homme de la rue. Ça peut être votre famille, votre femme, vos enfants, pour montrer que, etc., vous êtes quelqu'un qui pense, qui est capable d'écrire, etc. Donc on a des lecteurs qui peuvent être très différents. Bien entendu, spécifier ce lecteur, ça va permettre d'ajuster l'écriture. Hein. Ça va permettre d'ajuster l'écriture parce que la nature des arguments, le degré de précision de la caractérisation des phénomènes, jusqu'où vous allez aller dans le raffinement des objets, bien entendu, ce n'est pas le même exactement en fonction de votre lecteur. De la même façon, si vous visez plutôt un lectorat spécialisé, la nature des débats et des controverses n'est pas exactement la même. Hein, je ne sais pas, on parlait des clusters tout à l'heure. Sur les clusters, selon que je m'adresse à des gens qui travaillent, qui s'intéressent sur les territoires, sur l'équipe des territoires, les débats sur comment on constitue des écosystèmes, comment on agrège éventuellement, on développe des partenariats industriels, c'est pas exactement les mêmes que si je m'adresse à des acteurs qui sont des acteurs plutôt de politique publique, qui vont plutôt avoir une vision de stimulation des territoires. Je parlais tout à l'heure de fracture territoriale, où à ce moment-là, les questions, elles vont être plutôt sur quels sont les bons outils d'intervention. Vous voyez, donc l'objet d'analyse reste le même. Par contre, si je m'adresse ensuite aux entreprises du secteur, la question sera encore très très différente. Ça peut être comment éviter de dépendre d'un seul donneur d'ordre, mais éventuellement s'internationaliser pour trouver d'autres, etc., développer un corps compétent, ce qui va vous faire, etc. Donc selon les cas, on va avoir plutôt des approches qui vont renvoyer à de la gestion et de l'économie territoriale, enfin toute la littérature sur les écosystèmes, par exemple. Dans l'autre cas, on va plutôt avoir une littérature et des approches plutôt politiques publiques, intervention, etc., et puis dans le troisième, on sera plutôt sur du management stratégique et la question des ressources stratégiques. Donc vous voyez, le même sujet, selon, c'est comme un petit angle de déviation au départ, il conduit à l'arrivée à repartir vraiment sur des directions très, très différentes. Donc là aussi, hein, et puis, à la fois la littérature très différente et les controverses correspondantes ne sont pas les mêmes. Hein, bon. Donc là aussi, des fois, c'est tellement évident qu'on ne se sent pas forcément obligé d'y réfléchir, alors que c'est en y réfléchissant qu'on va arriver éventuellement à pointer ces problèmes-là.
L'autre risque, d'ailleurs, qu'on voit dès qu'on fait travailler, d'ailleurs, des étudiants de temps, etc., sur ces pitchs, hein, c'est de se dire, comme je ne veux pas choisir, je vais mettre tout le monde. Hein, je vais mettre tout le monde, comme ça je suis sûr d'oublier personne, mais sauf que mettre tout le monde et oublier personne, ça veut dire justement contourner la difficulté et éviter de s'affronter. Je disais tout à l'heure, l'intérêt c'est de remplir ce pitch sans concession, c'est vraiment de s'affronter à certaines difficultés, et non pas de trouver des manières de les court-circuiter. Juste les recommandations. Discipline, champ de connaissances mobilisé. Là aussi, je vais redire des choses que Michel a dit dans d'autres termes. En gestion, comme dans l'ensemble des sciences sociales, c'est un apport qui est vieux. Enfin, le caractère totaux des faits sociaux, ça date de plus d'une centaine d'années, hein, c'est Durkheim. Les faits sociaux sont totaux car, en fait, ils croisent différentes dimensions. N'importe quel fait social s'interprète autant en matière en termes techniques, qu'en termes sociaux, qu'en termes institutionnels, qu'en termes psychologiques. Si je veux rendre compte un peu de l'organisation de la salle, je peux aussi bien parler de design en disant tiens comment ça se fait qu'il y a des bouteilles, etc. Comment on a acheté ces bouteilles, pourquoi elles sont là, etc. Je peux regarder comment vous êtes regroupés par affinité. Je peux regarder quelle est la situation de relations pédagogiques entre un enseignant et des étudiants, ou bien via éventuellement également une vidéo qui va permettre de toucher d'autres étudiants. Je peux aussi parler de quelle est la capacité d'attention des uns et des autres, ou d'écoute et comment elle se construit au fil de la séance. Donc le même fait peut donner lieu à des interprétations différentes. Et ça, on pourrait le donner de n'importe quel exemple. On peut facilement le trouver. Ça veut dire que, bien entendu, il faut que je me dise, finalement, qu'est-ce que je vais privilégier là-dedans? Je ne vais pas pouvoir parler de tout. En tout cas, si je veux parler de tout, c'est aussi un autre choix. Donc, on a souvent, en sciences sociales, ce qu'on appelle l'image de la perruque. C'est-à-dire, je tire un fil et puis il y a tout qui vient. Hein, je tire, dès que j'essaye d'analyser quelque chose, je tire le fil, par exemple, de la situation pédagogique. Et si je veux étudier la situation pédagogique, est-ce que c'est la même en situation de face à face ou via la vidéo, je vais tout de suite tomber sur les éléments psychologiques, sur la captation de l'attention. Est-ce que, là, quand j'enseigne, je peux regarder régulièrement les uns et les autres pour essayer de vérifier, savoir comment ça se passe, etc. Si je suis face à une caméra, qu'est-ce que c'est que la captation de l'attention dans un phénomène de distance? Si je m'intéresse à ça, je vais réfléchir éventuellement au rôle de la technologie comme support d'intervention. En quoi la technologie et l'arrivée de la technologie dans les formations transforme cette relation pédagogique, à la fois dans la captation de l'attention, mais aussi dans la mise à disposition du matériau, etc. Donc vous voyez que je tire un fil, et puis il y a tout qui va venir, et puis je pourrais encore multiplier presque sans fin ces dimensions-là. Donc là encore, il est impossible de tout traiter, et donc il va falloir choisir les domaines de la littérature. Je vous renvoie à tout ce que vous disiez, Michel, tout à l'heure, sur comment respécifier le territoire de la recherche, et puis quels sont les choix de littérature que je vais retenir pour éclairer les dimensions que j'ai sélectionnées. Avec une citation anglaise, « Take the best, drop the rest ». On ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout savoir, donc il va falloir choisir. Pas forcément le best dans l'absolu, mais en tout cas ce qui est le plus adapté et le plus pertinent par rapport à mes questions. Bon, le cadre analytique, pardon, c'est tout ce qu'a traité Michel hier soir et ce matin. Ce qui est important dans ce cadre analytique et dans ce positionnement, c'est aussi que le cadre disciplinaire, ce n'est pas simplement un cadre d'interprétation. Je choisis une série d'auteurs qui vont me donner des clés
et des concepts et des notions pour rendre compte de phénomènes. Mais un cadre disciplinaire, c'est aussi des gaps de connaissances. Il y a peut-être des trous dans la connaissance. Les gens qui ont travaillé sur les sciences de l'éducation, sur le rapport étudiant-enseignant, par exemple, est-ce qu'ils ont vraiment traité, au fond, l'intermédiation technique ? Est-ce que dans l'utilisation de l'intermédiation technique, ils ont traité simplement l'enseignement à distance, ou l'enseignement à distance plus l'utilisation d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones pendant les séances de cours, ce qui change aussi le rapport à l'enseignant parce que la connexion Internet fait que est-ce que vous êtes en train de suivre, est-ce que vous êtes en train de reprendre les slides que je vous ai donnés, est-ce que vous êtes en train de faire vos mails, est-ce que vous êtes en train de travailler sur Facebook, est-ce que vous êtes en train de chercher des références par rapport à ce que je dis, etc. On voit bien qu'il y a des éléments qui peuvent éventuellement ne pas être traités ou bien traités dans le champ de la littérature que spontanément je vais vouloir mobiliser. Et donc, là aussi, ce positionnement dans un champ, ça appelle aussi à bien identifier qu'est-ce que ce champ disciplinaire me permet d'expliquer, qu'est-ce qu'il va appeler comme approfondissement particulier par rapport à mon sujet, etc. Et bien entendu, c'est ça aussi qui va m'amener à justifier le choix de la méthode. Puisque si j'ai identifié le contexte, un champ disciplinaire et éventuellement les trous de connaissances, peut-être que ma méthode, elle va viser à remplir ces trous et donc je vais avoir besoin d'éléments particuliers. Donc si je reprends mon petit exemple de la situation pédagogique, si je me dis ce qui est intéressant, c'est l'interaction qui se fait à la fois à distance et via des tablettes ou des ordinateurs en séance de cours, c'est peut-être intéressant de savoir qu'est-ce qui se joue justement sur les ordinateurs. C'est pas simplement en interrogeant les étudiants que je vais avoir des éléments, parce que je vais avoir des éléments très agrégés. Ce qui va peut-être m'intéresser, c'est de savoir quelle est l'interaction fine qui se passe entre ce que dit l'enseignant, ce qui est le rôle des slides et puis les actions que vont faire les étudiants. Et à ce moment-là, je vais peut-être mettre en place des méthodes qui vont me permettre de capturer ce que chacun, les logs de chacun, quels sont effectivement les parcours d'exploration sur des ordinateurs ou sur des tablettes pendant les séances de cours. Est-ce qu'il y a des formes de convergence entre les étudiants sur ces parcours, sur les sites qu'on va mettre à disposition, sur les ressources pédagogiques que fournit le cadre de la formation. Donc vous voyez simplement que à partir d'une question, le support de la technologie dans l'interface pédagogique, un choix, dire tiens, je vais regarder plutôt, je vais regarder ce rôle de la techno à partir de l'interaction étudiant-professeur, je vais avoir forcément un choix de méthode qui va en découler de manière un peu logique. Donc c'est un peu ce travail-là, ce type de travail, de réflexion sur quelles sont finalement les différentes étapes, à la fois de la manière dont je conçois mon sujet, dont je vais l'appliquer sur un terrain particulier. Donc ça va m'amener éventuellement à adopter des lunettes disciplinaires particulières et donc mettre en place, choisir des outils particuliers pour explorer. C'est ce travail-là qui est important dans le projet de thèse. C'est pas simplement de dire tiens, tel sujet est important et voilà, je vais vous remplir 3 pages sur mon sujet. Ce qui est un vrai projet de thèse, c'est ça, c'est cette construction progressive des différentes étapes et cette articulation des différentes composantes. Et c'est bien entendu, c'est ça qui est difficile. En quoi ma thèse traite d'un sujet important ? On l'a naturellement abordé tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, ce qui est important à l'auteur, ne l'est souvent pas dans les mêmes termes au lecteur, et je vais même préciser, en général, ne l'est pas dans les mêmes termes pour le lecteur. Donc il y a toujours un écart entre ce qui est important pour vous et ce qui est important pour la personne qui va vous lire. Donc ça veut dire que pour les inciter à s'engager dans la lecture de votre travail,
suivre le travail, il va falloir expliciter la nature des enjeux du sujet. Est-ce que c'est des enjeux économiques? Est-ce que c'est des enjeux sociaux? Est-ce que c'est des enjeux technologiques? Est-ce que c'est des enjeux industriels? Je vais reprendre mon même petit exemple, puisqu'on a commencé là-dessus. Si je regarde sur l'intérêt de la formation, l'enjeu économique, ça peut être la démultiplication des situations d'enseignement va permettre de toucher beaucoup plus d'étudiants et donc d'avoir éventuellement une valorisation plus forte des investissements qu'on peut faire. Le côté social, c'est de dire, non, la formation elle va être rendue accessible à beaucoup plus de monde, donc, etc. La dimension technologique, c'est si je réfléchis à la manière dont se joue un peu finement cette relation d'enseignement, ça va permettre de mieux développer des outils, de mieux concevoir des outils, des applicatifs, de mieux concevoir les sites que je mets en place, etc. Et donc, de renforcer l'efficacité. Donc, je vais avoir une réflexion qui va être technologique sur les outils et pas simplement de compréhension de la relation. Bon. Donc, tout ça, c'est simplement de se dire, finalement, qu'est-ce qui est important là-dedans? Quel est le poids respectif de ces différentes dimensions? En quoi ce sujet-là, de la pédagogie est important? Ça peut être important pour ses enjeux économiques, ses enjeux techniques. En quoi c'est emblématique? Une fois que j'aurai dit ça, dans quelle mesure je vais pouvoir en tirer quelque chose qui va intéresser des gens qui ne sont pas simplement éventuellement des enseignants? Est-ce que finalement, ce que je dis là sur la relation pédagogique, c'est quelque chose qui va plus généralement permettre d'éclairer les relations de communication et donc de coopération à distance, y compris dans des cadres professionnels. Quand j'échange par Skype, quand je fais des réunions par Skype, il y a probablement des situations qui sont très proches, en tout cas des éléments qui sont très proches de la relation que je peux retrouver dans les relations industrielles, dans des relations d'enseignement. Et donc finalement, ce que je vais dire à partir de la pédagogie, peut-être que ça dit des choses plus largement sur les modes de communication assistés par la technologie, et donc l'élaboration éventuelle des outils de communication et de coopération à distance. Vous voyez que selon les cas, selon le lecteur, selon la perspective que je vais avoir, je vais pouvoir orienter, et je vais être amené à orienter, y compris mes références, y compris mes travaux, y compris mes résultats par rapport à qu'est-ce que je veux en dire. Et puis en quoi est-ce que c'est intrigant? En quoi est-ce que finalement l'importance du sujet, elle tient aussi au fait que je n'ai pas de réponse? Moi, ce qui m'intrigue dans cette situation-là, c'est que finalement, aujourd'hui, quand on enseigne, là vous êtes 7, il y a 1, 2, 3, 4, il y a la majorité qui a un écran devant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe derrière les écrans? Qu'est-ce qui se passe quand je parle? Qu'est-ce que les gens font derrière, etc. Et là, vous êtes 4, mais je veux dire, quand on enseigne dans des amphis, c'est parfois plus de la moitié qui sont derrière des écrans. Donc c'est très compliqué à gérer pour un enseignant. D'abord parce qu'on ne sait pas si les gens écoutent vraiment, etc. Il faut autre chose. Parce que même s'ils écoutent vraiment et qu'ils travaillent, qu'ils prennent des notes, ça veut dire qu'ils regardent. C'est comme quand vous avez une communication Skype. Ce qui est très gênant dans les communications Skype, c'est que les gens ne vous regardent jamais dans les yeux. Ils regardent leur écran, parce que en fait, votre image apparaît sur l'écran. Et en général, la caméra est légèrement au-dessus de l'écran. Donc vous avez toujours l'impression, quand vous êtes en communication Skype, que les gens ne vous regardent pas, et qui regardent en haut, en bas et autres. Donc ça change la manière dont on discute, etc. En enseignement, c'est pareil. Donc quand je dis qu'est-ce qui est intriguant, ça peut être ça un point de départ. Finalement, il y a une situation qui est très différente dès qu'il y a de la techno par rapport aux situations classiques de communication, d'échange, de transmission, etc. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que vraiment c'est simplement une fuite liée à la techno, ou est-ce que c'est une capacité d'attention qui varie, etc. Donc simplement, il y a des constats de départ qui peuvent amener effectivement à avoir envie de savoir plus, à se dire bah oui tiens c'est intéressant et j'ai envie d'aller au-delà. Alors lecteur, objet. Discipline. Ensuite, les méthodes de collecte des données, de matériaux. On parlait d'observables tout à l'heure aussi avec Michel. Bon, bien entendu, la définition de la recherche par rapport à un travail journalistique, c'est d'avoir une démarche claire, robuste, systématique,
des faits, des notions, des éléments de connaissance. Ça, c'est un peu banal. Donc ça veut dire que la qualité de l'analyse et surtout la clarté de l'argumentation que vous allez avoir et la force de l'argumentation que vous allez donner à vos lecteurs, ça suppose que vous présentiez votre matériau et les données sur lesquelles s'appuie votre analyse. On ne pourra vous faire confiance que si on a confiance dans le matériau sur lequel vous allez travailler et dans la rigueur avec laquelle vous l'avez traité. Bon, c'est presque des banalités de le dire, mais des banalités qu'on oublie souvent. Hein. Les chapitres méthodologiques dans les thèses, ce n'est pas simplement un rituel pour montrer qu'on a bien travaillé et qu'on a travaillé dans les canons de la profession. Ça sert surtout à permettre au lecteur de reconstruire les différentes étapes du raisonnement et la pertinence de ce qui est annoncé et de ce qui est analysé ensuite. Alors selon les cas, il faut aller plus ou moins profondément dans l'explicitation, dans la précision et autres, mais il faut donner les clés de lecture de ce que vous allez faire. Voilà comment j'ai construit mes entretiens, voilà comment pourquoi je les ai faits de telle et telle manière, voilà comment j'ai traité mes données, voilà d'où viennent mes données, etc. Donc justifier la manière dont ça a été collecté, traité, est-ce que c'est des éléments de première main ou de deuxième main, est-ce que c'est des observations, comment j'ai constitué les panels, si je fais des entretiens ou si je collecte des données, quel type d'entretien, éventuellement quel questionnaire, mes questionnaires, comment je les ai traités, comment j'ai fait de la comparaison, est-ce que je les ai codés, est-ce que j'ai fait des traitements quantitatifs, quel type de traitement quantitatif, etc. Donc là c'est presque un passage obligé de tout travail de recherche avec un degré d'approfondissement qui est variable, mais c'est un passage obligé parce que c'est ça qui va aider à comprendre et c'est ça qui va rendre légitime et convaincant l'analyse qui ensuite. Mais dans cette méthodologie, l'important n'est pas tant la rigueur en soi que la pertinence, je reviens sur ce terme-là, la méthodologie. C'est-à-dire pourquoi j'ai retenu cette méthodologie. Une bonne méthodologie, ce n'est pas quelque chose qui est simplement rigoureux, éprouvé, dont on va trouver les démarches dans les livres, etc. Hein, c'est d'abord une méthodologie qui a été choisie et sélectionnée. C'est-à-dire que ce n'est pas celle qui va vous permettre d'accumuler le plus de matériaux, qui va être le plus documentée dans la littérature, qui va être la plus rigoureuse possible en matière de, de traitement statistique, de traitement de données, etc. Mais c'est celle qui va vous amener les résultats dont vous avez besoin, qui va vous produire les données dont vous avez besoin, qui va vous produire les informations dont vous avez besoin. Hein? Donc moi, en général, ce que j'attends et ce que je demande toujours dans les thèses, mais ce n'est pas que dans les UDBA, c'est dans tous les travaux, c'est mais finalement, pourquoi vous avez choisi cette méthode-là? Hein? Pourquoi ces données-là? En fonction des questions, en fonction des résultats recherchés ou attendus, en fonction des enjeux posés au départ. Et vous verrez que, faites attention, hein, lisez des thèses, des travaux, etc., cet aspect-là est le plus souvent complètement occulté. Tous les chapitres méthodologie sont des chapitres où les étudiants, les auteurs essayent de se protéger et de montrer à quel point ils sont rigoureux, mais jamais de démontrer en quoi la méthode est pertinente pour ce qu'ils veulent chercher. Hein, l'exemple que je vous donnais ce matin, c'est-à-dire que j'achète une pelle pour repérer les métaux, c'est exactement ça. C'est pas parce que ma pelle à repérer les métaux est extrêmement fine, précise, etc., que je vais faire des bonnes recherches. Hein? Simplement, qu'est-ce que je vais en faire? Souvent, il vaut mieux faire du quick and dirty, comme on dit parfois, c'est-à-dire avoir des méthodologies peut-être un peu moins robustes, mais un peu moins sophistiquées, mais qui permettent en tout cas de faire émerger des résultats dont on a besoin pour les questions qu'on se pose. Hein, plutôt que d'avoir des méthodologies extrêmement précises qui vont donner des résultats très carrés, etc., mais sur des données de départ qui ne sont pas très fiables, sur des observations qui sont décalées par rapport à mon objet d'analyse. Donc là, j'insiste vraiment parce que c'est une faiblesse tout à fait récurrente, aussi bien des thèses que des articles de recherche académique. Et donc, la méthodologie, c'est essentiellement
à la fois justifier la méthode, sa rigueur, expliquer pourquoi elle est pertinente, et puis surtout indiquer comment vous allez travailler. Hein, même si ce n'est pas toujours possible, la question c'est de permettre au lecteur de reconstruire le schéma et la démarche. Ce n'est pas toujours possible, mais même, j'allais dire, même dans les sciences dures. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand il y a des travaux sur, je ne sais pas, sur le CERN, sur l'observation des particules, sur les collisions de particules, je ne vais pas pouvoir, si je lis un article de physique nucléaire, je ne vais pas pouvoir reconstituer l'expérience, naturellement. Mais par contre, ce que j'ai besoin, c'est de savoir, c'est comment elle a été conçue, quelles sont les hypothèses, quels sont les travaux, éventuellement les images, les données qui ont été traitées, et puis ensuite le traitement qui a été fait de ces données. Et après, je peux regarder, non, il y a des erreurs dans le traitement. Ou bien, non, la théorie est pas pertinente. Et éventuellement, si tout le reste est bon, je veux dire, on va peut-être proposer de refaire l'expérience dans un autre contexte pour vérifier si on retrouve les mêmes résultats. Donc simplement, cette manière, le fait d'expliciter les détails du travail permet, soit par une expérience de pensée, de refaire la recherche, soit en tout cas, pour le lecteur, de resituer éventuellement les points sur lesquels, lui, il va avoir envie d'aller regarder plus précisément tel ou tel aspect. Donc finalement, c'est de l'accountability, hein, au sens littéral du terme. Je rends compte de ce que j'ai fait. Une belle faute d'orthographe, d'ailleurs. Non, en fait, non, il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est moi qui ai bien écrit. Et puis, une thèse, c'est aussi du storytelling. On parle un peu du storytelling, à savoir, c'est de l'argumentation. C'est une argumentation. Hein, c'est une thèse, presque au sens littéral du terme. C'est-à-dire que je raconte une histoire pour partir d'une question de départ et arriver à des résultats à l'arrivée. Il y a un crime au départ et puis il y a un assassin. Alors, le crime à résoudre, l'intrigue de départ, il y a différentes questions qui sont soulevées. Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème? Quel est le crime? Est-ce qu'il y a un crime? Ou pas? Est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est un crime, par exemple? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a disparu ou il a simplement fait une fugue, par exemple? Donc, pourquoi se saisir de cette question-là? Il y a plein de crimes différents, il y a plein de problèmes différents dans la gestion. Pourquoi étudier celui-là et pas un autre? Comment l'aborder? Voilà, tout ça, je ne détaille pas, hein, ça redit des choses de tout à l'heure. Que vais-je chercher? Que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais trouver? Que signifient les résultats de mon enquête? En quoi ils seront utiles au lecteur? Alors, pourquoi je rappelle simplement ces éléments-là? Parce que l'argumentation qu'on va construire derrière, elle peut être très différente selon les cas, pour les mêmes questions, les mêmes objets, les mêmes démarches, les mêmes méthodes, les mêmes lecteurs, etc. Je peux choisir de traiter différemment mon récit. J'utilise volontairement ce terme-là. Je vais prendre juste deux illustrations. Si vous êtes dans la littérature policière, vous avez deux modèles très différents de modèles policiers, hein, c'est Colombo ou Poirot. Colombo, qu'est-ce que c'est? Je vous dis, dès le départ, vous voyez la scène de crime et vous voyez le criminel et vous voyez le meurtre. Le sujet de Colombo, pourquoi pourquoi Colombo a eu du succès? Parce que ce qui intéresse, c'est pas de savoir who done it, comme on dit parfois dans le prétexte, c'est de savoir comment on va le retrouver, comment on va arriver à coincer l'assassin. Et à l'inverse, le modèle de Poirot, d'Agatha Christie, du Crime Story, c'est au contraire. Voilà, c'est le mystère de la chambre jaune. Hein. Il y a un crime qui est inexplicable, mais qui est l'assassin et comment il a fait. Vous voyez que la même histoire, le même crime peut donner lieu à des récits très différents. Et c'est pareil pour une thèse. La même question, elle va pouvoir donner lieu à un fil d'argumentation, une manière de raconter votre sujet de façon très très différente.
Mais là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir un peu avant, parce que, alors, pas forcément dans la démarche d'élaboration du matériau, etc., mais dès que vous allez être sur les premiers éléments d'écriture, c'est des choses sur lesquelles il va falloir que, en tout cas, vous ayez déjà une petite vision, pas simplement du plan au sens strict de la thèse, mais de savoir quel est mon fil et quel est le récit que je veux faire, quelle est l'histoire que je veux raconter. Deuxième élément d'illustration de ce storytelling, c'est finalement, est-ce que je fais un zoom avant ou est-ce que je fais un zoom arrière? Est-ce que finalement, sur la même histoire, par exemple, je vais reprendre mon petit exemple de tout à l'heure sur la situation d'enseignement par la technologie. Je peux faire un zoom arrière, comme je l'ai fait tout à l'heure quand je vous l'ai présenté, en disant, ben voilà, dans une situation d'enseignement, il y a des gens qui sont derrière des écrans, etc. Donc j'essaie de regarder qu'est-ce qu'ils font, etc., comment ils écoutent. Donc je vais partir d'une micro-observation de terrain, et à partir de là, je vais progressivement monter en généralité sur la position de formation, le rôle de la technique, etc., les autres types de situations de communication ou de coopération, le fait que ce qu'on voit dans la pédagogie, c'est la même chose que ce qu'on voit dans la coopération dans les milieux professionnels, industriels par exemple, avec Skype, etc., c'est comme je l'ai fait. Donc finalement, je vais partir d'une micro-observation très concrète pour remonter progressivement en généralité. Mais je peux très bien aussi faire une thèse très différente en disant les théories les gens qui travaillent sur la technologie de l'information et de la communication insistent sur les nouvelles formes de coopération qui se jouent autour de la coopération à distance, etc. Qu'est-ce que dit la littérature là-dessus? Quels sont les différents champs où on trouve ce type de coopération, je ne sais pas, dans la santé, avec le etc., dans l'industrie, dans le téléenseignement. Téléenseignement, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Si on regarde dans l'enseignement, comment ça se joue, il y a des MOOC, etc. Mais aussi dans les situations pédagogiques de face à face, on voit qu'il y a des formes d'hybridation. Et donc on voit que progressivement, à partir d'une question très générale, les nouvelles formes de coopération supportées par les technologies de l'information et de la communication, je vais progressivement redescendre en spécifiant un objet, en expliquant, ben voilà, à partir d'une question générale que la littérature documente, etc., je vais progressivement choisir de le traiter sous l'angle de la situation de face à face assistée par la pédagogie, et c'est à partir de là que je vais éventuellement produire des résultats qu'au final, je vais aller confronter à ce que dit la littérature sur la coopération. Vous voyez que le même sujet, je peux choisir de le traiter et de le présenter dans une argumentation de thèse de manière très très différente. Hein Et puis, dernier point de ce pitch, c'est finalement quels seront les take-aways, les résultats. Quels sont les résultats, je vais ramener chez moi, une fois que j'ai tout refermé, qu'est-ce que j'en retiens? Là aussi, c'est une banalité affligeante. La qualité d'une recherche, ça se mesure à la qualité de ses résultats. Finalement, c'est un bon travail d'analyse, c'est des résultats intéressants. Sauf qu'on a beaucoup de recherches où il n'y a pas de résultats. Il y a beaucoup de recherches où finalement la recherche se contente de décrire, d'analyser, mais où finalement il n'y a pas vraiment de conclusion. Alors, regardez, prenez un exemple, regardez les thèses, regardez la taille des conclusions dans les thèses. Elle est souvent très très faible. D'abord parce qu'à la fin de la thèse, les auteurs sont épuisés, ils ont sué tout ce qu'ils pouvaient pour rédiger leurs 300 pages, et puis quand il faut rédiger la dernière partie, les conclusions, ah non, j'ai plus le courage, etc. Et je vais faire très très vite une ou deux pages pour dire, etc. Alors maintenant, ça se transforme un peu parce qu'il y a des aspects un peu formels, donc on attend d'une thèse de dire quelles sont les limites de la recherche, mais il y a un aspect un peu rituel dans ces conclusions qui, au fond, fait que les auteurs ne se posent jamais la question, je ferme ma thèse, qu'est-ce que véritablement j'ai à transmettre au lecteur et qu'est-ce que le lecteur va en retenir. Et de se dire finalement qu'est-ce que j'ai produit comme connaissance. C'est pour ça que ma première phrase elle est presque évidente, mais si je la
Si je la resitue dans ces termes-là, elle est beaucoup moins évidente. Et pourtant, le lecteur, dès le départ, il doit savoir qu'est-ce qu'il va attendre. C'est-à-dire, pourquoi je vais lire 300 pages, 200, c'est-à-dire, à l'arrivée, qu'est-ce que je vais retirer comme résultat? Je peux dire, ça va être un voyage dans un sujet particulier, mais finalement, quel résultat j'attends? En quoi ces résultats vont me permettre de répondre à mes attentes, à mes besoins, aux informations dont j'ai besoin? Et le lecteur doit le savoir, mais l'auteur doit aussi en être conscient de ce qu'il a produit. En quoi ce qu'il a produit est original, en quoi ce qu'il a produit est important, est intéressant. Donc en termes de résultats, en termes d'informations, d'éléments de connaissance, en termes de savoir actionnable pour des praticiens, c'est d'autant plus important pour vous, bien entendu. En termes de valeur ajoutée, non, ce que vous dites, qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'existant? Est-ce que c'est simplement une mise en forme un peu astucieuse et un peu élégante de savoir déjà bien connu, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses un peu originales dans votre travail, un peu inédites? Et où se situe ce caractère un peu nouveau? Il faut surtout éviter qu'à la fin, le lecteur se dise « so what ?» Et alors? Ok, j'ai discuté de ce sujet-là, etc. On a parlé de pédagogie, etc. On a dit des choses très intéressantes, mais bon, à l'arrivée, qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que ma petite analyse de la situation d'enseignement, de coopération, etc., qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on en retire au final sur qu'est-ce qui a changé dans la relation d'enseignement? Quels sont le rôle des nouveaux supports techniques? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Vous voyez ce que je veux dire? Entre je vous propose une analyse qui est très intéressante, des éclairages, il y a des choses que je n'avais pas pensées. Et puis, finalement, quels sont ces takeaways? Une fois que j'aurais dit ça, je suis plus intelligent, mais qu'est-ce que j'en retire vraiment? Et ça, c'est pas... Bien entendu, c'est très difficile. Mais bien entendu, c'est très difficile parce que là aussi, on touche du doigt le cœur de ce qu'est une thèse. C'est carrément de la production de connaissances. Donc, savoir qu'est-ce que... Et quand je vous dis souvent, le biais des auteurs, c'est de tourner autour, de contourner, parce que là, on est sur des questions existentielles. C'est-à-dire que si j'arrive pas à démontrer ça, c'est-à-dire que tout mon travail, finalement, n'est pas si intéressant que ça. Ou bien, si je dois expliciter moi-même ce qui est nouveau, ce qui est important, je prends un risque énorme. Je prends un risque de dire, oui, mais attends, tu nous as dit ça, mais finalement, c'est assez banal. C'est pas si nouveau que ça. Ça a déjà été. Donc le fait d'expliciter les résultats, ça me confronte aussi à la critique de façon bien plus forte. Alors que si j'en reste, je vous ai écrit 300 pages autour du sujet, je vous ai dit plein de choses et autres, la critique, elle est moins centrale, elle est moins directe. On pourrait toujours dire, mais attends, il y a plein de choses, etc., c'est très riche. Oui, en même temps, il y a une forme de prise de risque sur cette explicitation finale, mais en même temps qui est essentielle pour la valorisation et la capacité de mettre en avant votre travail. Notamment, dans un contexte qui est le vôtre, qui est un contexte de professionnels, pas simplement des chercheurs académiques. Donc, l'interrogation que vous allez avoir derrière, c'est « je suis expert » ou avec votre travail, vous avez développé une expertise, mais cette expertise, par quoi elle se traduit? Quelles sont les formes de pratique, d'éléments actionnables, de recommandations que vous allez pouvoir faire à partir de cette pratique? Ok? Donc je vous propose qu'on prenne peut-être un petit quart d'heure d'échange, de discussion, et puis on aura l'occasion d'y revenir après le repas, puisque finalement l'étape suivante, ça va être... je vais donner un peu les différentes questions, les différents points. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que chacun, cet après-midi, vous travaillez un peu sur tout ce que je vous ai un peu présenté, pour que essayer un peu de toucher du doigt, justement, les difficultés que j'ai pointées. Mais on peut prendre une phase d'échange et de discussion.